Pour bien comprendre, il faut se replonger un peu en arrière. Imaginez l'année 1945. L'Europe n'est qu'un champ de ruines, des villes entièrement détruites, des économies à genoux et des millions de vies brisées. C'est dans ce décor de désolation absolue, après la guerre la plus terrible de l'histoire, que tout commence. Face à un tel désastre, il n'y a qu'une seule question qui obsède tout le monde. Comment faire pour que ça n'arrive plus jamais? Comment construire un avenir où l'on coopère au lieu de s'entretuer? C'est de ce défi monumental que va naître une idée à la fois toute simple et complètement révolutionnaire. Et c'est justement cette idée qu'on va décortiquer ensemble. On va retracer la naissance du projet européen, pas seulement comme une alliance économique, non, mais bien comme ce que c'était à l'origine. Une quête un peu folle pour installer une paix durable sur un continent qui, pendant des siècles, n'avait connu que la guerre. Commençons par le tout début, la motivation profonde. Au milieu des décombres de la guerre, un serment est fait, un vœu presque anonyme, plus jamais ça. Et c'est ce cri du cœur qui va être le véritable carburant de toute la construction européenne. Et l'idée, elle est d'une simplicité géniale. Plutôt que de signer un énième traité de paix qui finira par être ignoré, les pères fondateurs ont eu une approche beaucoup plus pragmatique. Ils ont regardé ce qui était nécessaire pour faire la guerre, le charbon et l'acier, les nerfs de la guerre à l'époque. Leur plan, rendre la guerre matériellement impossible en mettant ses ressources sous une autorité commune. Si on partage les ingrédients, on ne peut plus préparer la guerre l'un contre l'autre. Bon, avoir une super idée, c'est une chose, mais la transformer en réalité, c'en est une autre. Alors comment cette vision a-t-elle pris forme? Eh bien, ça ne s'est pas fait en un jour. La construction européenne, ça a été un travail de patience, étape par étape, traité après traité. Au tout début, il n'était que 6 pays pionniers qui ont eu le courage de se lancer dans cette expérience totalement inédite. On parle de la France, de l'Allemagne de l'Ouest, de l'Italie et des 3 pays du Benelux, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Des ennemis de la veille qui décidaient de parier sur un avenir commun. C'était loin d'être évident. Cette frise, elle nous montre les 2 actes fondateurs. D'abord, 1951, le traité de Paris, qui crée la fameuse CECA, la Communauté du charbon et de l'acier. C'est la concrétisation de l'idée de départ. Et puis, à peine 6 ans plus tard, on passe à la vitesse supérieure avec le traité de Rome. Là, on crée la Communauté économique européenne, la CEE. L'ambition change complètement d'échelle. Alors, ce marché commun, qu'est-ce que c'est exactement? C'est simple en fait. L'idée, c'est de faire tomber les barrières, de créer un grand espace unique où tout peut circuler librement, sans entrave. Les marchandises, les services, les gens, l'argent. En liant les économies à ce point, on crée une interdépendance si forte que la prospérité des uns dépend de celle des autres. Et cette prospérité partagée devient le ciment le plus solide qui soit pour la paix. Forcément, un projet qui marche comme ça, qui amène la paix et la prospérité, ça attire du monde. Le succès de ce petit noyau de 6 pays a vite fait des envieux. On entre alors dans une nouvelle phase, celle de l'agrandissement, de l'expansion. On voit bien ici les grandes vagues d'adhésion. D'abord vers le nord, en 73, puis un moment très fort dans les années 80, l'accueil de pays du Sud comme la Grèce, l'Espagne et le Portugal, qui sortaient tout juste de dictature. C'était une façon de consolider leur jeune démocratie. En 95, c'est au tour de pays neutres. Et enfin, le Big Bang, le grand élargissement historique après la chute du mur de Berlin qui a permis de réunifier le continent. Et voilà où on en est aujourd'hui. Des 6 pionniers du départ, la famille est passée à 27 États membres. Rien que ce chiffre, il raconte à lui seul l'incroyable pouvoir d'attraction de ce projet de paix et de coopération. D'accord, mais 27 pays, tous différents avec leurs propres intérêts, comment on fait pour que tout ça fonctionne au quotidien? Pour cette dernière partie, on va regarder un peu la mécanique, les institutions qui font tourner la machine européenne. Pour s'y retrouver, on peut voir ça comme un jeu d'équilibre des pouvoirs. D'un côté, on a le Parlement européen, c'est la voix directe des citoyens puisqu'il est élu par eux. Ensuite, il y a le Conseil de l'UE qui représente les gouvernements de chaque pays. La Commission européenne, elle, on peut la voir comme le moteur. C'est elle qui propose les lois et qui vérifie qu'elles sont bien appliquées. Et enfin, la Cour de justice, c'est l'arbitre qui s'assure que tout le monde respecte bien les règles du jeu. Et au-delà de la mécanique, un projet de cette ampleur a aussi besoin de symboles pour incarner ses valeurs. On a le drapeau, bien sûr, avec son cercle de 12 étoiles qui symbolise l'unité et la perfection, l'hymne, l'ode à la joie de Beethoven, un appel universel à la fraternité, et la journée du 9 mai, qui célèbre chaque année le discours fondateur qui a tout lancé en 1950. Finalement, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Malgré ses défauts, ses crises et les débats parfois vifs qu'elle suscite, la construction européenne reste une expérience absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Un continent qui était le champ de bataille du monde a connu sa plus longue période de paix. Et ça, c'est grâce à ce projet.
Mais voilà, l'histoire n'est jamais vraiment terminée. Le monde d'aujourd'hui fait face à de nouveaux défis immenses, le changement climatique, la révolution numérique, de nouvelles tensions géopolitiques. Face à tout ça, le projet européen doit continuer à évoluer, à se réinventer. La question reste donc ouverte, quel sera le prochain chapitre de cette incroyable aventure commune ?